Excuse me, sir. Any orders? None, Sergeant. And I think I'll ride up here for a while. You're the doctor. Une fois n'est pas coutume, on commence par la fin, mais cela ne dévoile rien. Alors, je tenais tout de suite à m'excuser puisque les images qui vont illustrer, ou en tout cas certaines images qui vont illustrer cette vidéo ne sont pas toujours de la plus grande qualité. Désolé pour ça, mais avec un film si peu connu, les archives laissent un peu à désirer. Tout le monde connaît John Wayne, les tuniques bleues face aux sauvages, la grande marche de la civilisation à travers les paysages grandioses. On a tous cette image en tête, cette chanson du western classique, la grande mythologie que l'Amérique s'est racontée à elle-même pendant des décennies. Mais si je vous disais que l'un des films les plus potentiellement dérangeants sur la conquête de l'Ouest a été tourné en 1954, en plein âge d'or du genre western. Un film qui, bien avant tous les autres, a osé suggérer que la civilisation n'a pas conquis l'Ouest, mais l'a empoisonné. Ce film, c'est La poursuite dura 7 jours, ou The Command pour le titre original. Et même si c'est un western méconnu, je ne pouvais pas ne pas vous le présenter dans On se fait une toile, pour deux raisons principalement. Deux faits qui sont marquants dans ce western et qui méritent toute notre attention. Pour comprendre la promesse folle de ce film, il faut un nom et pas n'importe lequel, Samuel Fuller. Si vous êtes cinéphile, ce nom vous dit quelque chose. Bien sûr, il évoque un cinéma brutal, direct, sans fioritures, qui ne fait pas de prisonnier. Fuller est un ancien journaliste, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, qui a filmé la libération des camps. Quand son nom est sur un projet, on s'attend à de la sueur, du sang, une vision du monde sans concession, sans compromis. Et justement, le scénario de La poursuite dura 7 jours est crédité entre autres par Samuel Fuller. Le scénario est basé sur une nouvelle de James Warner Bella et accrochez-vous bien, le titre original The White Invader, comprendre l'envahisseur blanc. C'est l'histoire d'un médecin militaire qui se retrouve à prendre le commandement d'une unité de cavalerie après la mort d'un officier en charge jusque-là. On pourrait croire à un pitch de série B très classique, mais le film surprend rapidement car il met en scène un vrai dilemme stratégique et humain. Une colonne de cavalerie confrontée à des choix militaires logistiques et même moraux. Alors pourquoi moraux? That's an order. Tell the men. Now. Yes, sir. Elliot's a great trooper, McClaw. But not a commander. On en revient au titre original, l'envahisseur blanc. Rien qu'avec un titre pareil, on imagine forcément la charge féroce contre le colonialisme. Et c'est la première raison pour choisir ce film. Il met en scène un convoi de pionniers dont certains sont malades. Le commandant, médecin, important, pense que cette maladie est contagieuse et que si elle n'est pas contrôlée, elle risque de contaminer les tribus indiennes. Voilà, on est dans le cœur du sujet. On s'imagine donc un film dur, politique, où la patte de Samuel Fuller aurait tout dynamité de l'intérieur. Un film qui, sous ses airs de petite série B, cacherait une vérité qui dérange. Mais avant de voir si le film tient toutes ses promesses, il faut rappeler, entre autres, l'énorme mensonge qu'il était censé abattre. Il devait se dresser contre ce mensonge qui a toujours mis la cavalerie en avant comme un fait glorieux de l'Amérique. On y reviendra plus tard, mais c'est vrai que c'est déjà la première raison pour laquelle je vous propose ce film.
La seconde, c'est son traitement entre la cavalerie et l'infanterie, qui est très intéressante aussi dans ce film. Quelque chose qu'on a rarement vu au cinéma, en tout cas dans les westerns, naturellement. Bien souvent, c'est la cavalerie qui est mise en avant, mais l'infanterie est complètement effacée de l'imaginaire westernien de Hollywood. On est loin des clichés du genre. Ici, la mobilité, la stratégie, l'endurance des hommes devient un vrai sujet dramatique. Le film oppose deux manières de faire la guerre, deux visions du terrain et surtout deux humanités qui se testent en plein chaos. C'est très intéressant à voir dans ce film et c'est donc la deuxième raison pour laquelle je vous conseille ce film. What do you make of that, Elliot? Well, I hope it ain't what I think it is, sir. Just what I thought, sir. Le vrai choc, ce qui m'a vraiment marqué, c'est sa représentation des peuples autochtones. On est en 1954, donc pas de discours woke à l'horizon. Mais pourtant, la poursuite dura 7 jours a le cran de dire quelque chose absolument poignant. Ce n'est pas la guerre qui a tué les Indiens, c'est la civilisation. Et plus précisément, les maladies que les colons ont apportées face auxquelles les populations amérindiennes n'avaient aucune défense immunitaire. Alors certes, parfois le film est un petit peu maladroit dans la façon de dire les choses ou de présenter les choses. Mais malgré tout, c'est quand même fait. Le film le dit assez clairement, sobrement. Et c'est d'autant plus fort que c'est assez rare donc à cette époque. Soyons clairs, le film n'est pas un pamphlet anticolonialisme qu'on aurait peut-être pu s'attendre avec la plume de Samuel Fuller. Ce n'est pas une œuvre subversive qui casse le mythe. On a très certainement bridé Samuel Fuller. Le scénario a très certainement été nettoyé, simplifié, normalisé par le studio pour devenir un produit hollywoodien grand public. Warner Bros. Venait d'investir dans une nouvelle technologie, le cinémascope. Le but était d'en mettre plein les yeux, pas de lancer un débat politique. Le film n'est donc pas un chef-d'œuvre subversif, mais c'est un western correct, avec plein de bonnes scènes d'action et une idée de départ qui était géniale, mais qui n'a jamais été réellement développée. Il y a cette petite graine critique, cette peur de la contagion, mais elle est complètement étouffée sous des tonnes de scènes d'action qui ne sont pas pour nous déplaire naturellement. Le réalisateur David Butler est un bon faiseur, mais très classique. Ici, il le prouve avec un western sur la cavalerie, tout ce qu'il y a de plus conventionnel, il faut l'admettre. C'est un metteur en scène prolifique. En 35 ans de carrière, il signe près de 70 films et une vingtaine de productions pour la télévision. Le tout en parallèle d'une tout aussi riche carrière d'acteur. Il a fait ses débuts dans les années 20 et acquiert très vite la réputation de faire vite et bien, ce qui au sein des studios est une qualité fort appréciée. Wagons forward! Wagons forward! Ici, il fait des choix remarquables, il optimise l'ampleur des décors naturels, il donne largement à appréhender la topographie des champs de bataille, les angles morts et les lignes de fuite de ces scènes d'affrontement. Son style est en adéquation avec un scénario où il est régulièrement question de la stratégie militaire, avec ce petit livret qui passe de main en main jusqu'au commandant assez novice. On n'échappera pas à cette grande poursuite du convoi par les Indiens ou alors de ce cercle formé par les caravanes et les Indiens tournant tout autour. Et d'ailleurs, dans le film, on voit une chute lors d'une scène d'un Indien qui attaque un chariot rempli de soldats. L'Indien est abattu, puis renversé par un chariot tiré par 4 chevaux. Eh bien, ce n'est pas un coup monté et ça se voit très bien à l'écran. On est, waouh, comment il a fait? Mais en fait, il n'a pas fait exprès. Il était censé être abattu et tomber de son cheval. Mais le cheval s'est cabré à la dernière minute.
Et au lieu de projeter l'acteur là où il aurait dû tomber, il a été projeté sur la trajectoire du chariot qui l'a écrasé. Et bien, il a subi quelques fractures quand même, le petit gars. Et la scène, elle est restée dans le film, hein. Autre point marquant, conformément à la norme de l'industrie qui consiste à ne pas blesser les animaux lors d'un tournage, ce qui est complètement normal. Lorsque l'obusier chargé de mitraille est tiré, les Indiens sont tous abattus. Mais eh bien, les chevaux, eux, ils s'enfuient indemnes. La règle est respectée. Il est quand même temps maintenant de mentionner les acteurs principaux de ce film. On y retrouve Guy Madison, une belle gueule du cinéma, et qui tient bien son rôle, tout à fait crédible. On note une carrière assez surprenante, avec pas mal de séries B aux États-Unis, et puis d'autres encore en Europe, et notamment une flopée de films en Italie. Ici, il est épaulé par la très charmante Joan Weldon, une actrice peu connue. Elle n'a malheureusement tourné que dans 11 films avant de partir vers la scène et les comédies musicales. Mais pour être honnête, elle n'est pas désagréable du tout. Et enfin, il y a le rôle du sergent dur mais toujours au grand cœur, vous savez. Il est interprété par James Whitmore, un visage bien connu qui n'a pas à rougir de sa filmographie. 7 days torn from the pages of courage, when the irresistible forces of colliding worlds met on destiny's doorstep for the moment of decision. 7 days when history hung on the flight of an arrow, the speed of a horse, the flash of a saber, the thrust of a lance. Dernier point, on peut aussi noter que Dimitri Tiomkin est à la partition. C'est un compositeur qui a remporté 3 Oscars pour son travail. Pour Le train sifflera 3 fois. D'ailleurs, il obtiendra aussi un Oscar pour la meilleure chanson de ce film. Ensuite, un autre Oscar pour Écrit dans le ciel et un dernier pour Le vieil homme et la mer. Les collaborations de qualité sont présentes sur ce film. Et donc, ce film est quand même de qualité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui sur On se fait une toile. Si vous avez aimé qu'on déterre ce genre de petites pépites, eh bien, vous pouvez liker la vidéo, la commenter bien sûr. Et aussi, comme d'habitude, je vous le dis, abonnez-vous. Je vous ne le répéterai jamais assez. Et tiens, d'ailleurs, dites-moi dans vos commentaires quel est votre western méconnu préféré. Celle-là, elle n'est pas facile non plus, hein. Sur ces belles paroles, eh bien, je vous dis à très bientôt. Surtout, portez-vous bien comme d'habitude. Bonne toile. Ciao, ciao. Bye bye.